Bonjour Monsieur Cohen. Bonjour Monsieur Meyer. Je crois que nous sommes là pour débattre de l'actualité, Tout à fait. puisque le président Mahmoud Abbas est invité à Paris, qu'il a rencontré le président de la République et aussi le président du CRIF, qu'un processus de paix est en cours sur lequel je pense que nous avons des opinions divergentes et je serais très intéressé d'entendre ce que vous pensez de l'avenir du processus actuellement en cours, de ses chances de réussite et des raisons éventuelles des échecs. Personnellement, je ne crois pas beaucoup à ce processus de paix. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que c'est une manœuvre d'Israël et de ses alliés pour poursuivre la colonisation et l'occupation jusqu'au bout. Pourquoi ? En 1993, il y a eu les accords d'Oslo. Il y avait à l'époque 150 000 colons. Donc on aurait pu penser, puisque les dirigeants israéliens ne sont pas bêtes, on aurait pu penser, surtout qu'il y avait Yitzhak Rabin à l'époque, et Shimon Peres, donc on aurait pu penser qu'ils allaient préparer un État palestinien, donc arrêter la colonisation au minimum pour pouvoir donner à cet État une certaine viabilité. Or, ce qui s'est passé depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui, d'abord le nombre des colons est passé de 150 000 à 500 000, ce qui est une preuve. Vous savez, quelqu'un avait dit les faits sont têtus, et ça on n'y peut rien. Le fait de faire passer de 150 000 à 500 000, c'est pas un hasard. C'est une volonté délibérée de tous les gouvernants israéliens, de gauche comme de droite, de vouloir occuper ces terres qu'ils considèrent comme leur appartenant de par le droit divin, la Bible. Et donc, que ces terres, ils devaient l'occuper et qu'ils ne pouvaient pas la rendre. Bon, évidemment, ils ne parlent pas comme ça. Ils disent qu'on va faire la paix. Donc il y a eu plusieurs processus, mais tous ces processus n'ont été... C'était uniquement des manœuvres pour attendre, pour arriver à leur fin. Alors, nous sommes en tout cas d'accord sur un point, Monsieur Cohen, oui. C'est que le processus actuellement en cours n'a pas beaucoup de chances d'aboutir, malheureusement. En revanche, nous sommes en total désaccord avec l'analyse que vous faites de la situation. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que depuis l'origine du sionisme, l'establishment juif avant la création de l'État d'Israël, puis les gouvernements successifs de l'État d'Israël ont toujours accepté le principe d'un partage et le principe de deux États. Ils ont accepté en 1947, la guerre a été déclenchée par les États arabes qui s'opposaient à ce projet. Ils ont accepté, je survole l'histoire pour ne pas perdre trop de temps, en 1990, aux accords de Camp David, en 2000, pardon, les accords de Camp David, les Israéliens ont proposé 91% de la Judée, de la Samarie et la totalité de Gaza. Ensuite, la même année, à la fin de l'année, la proposition de Clinton est montée à 93 ou 94%, et les deux situations ont été refusées par les autorités palestiniennes. Et j'ajoute que Olmert, en 2008, il y a un peu plus de 2 ans, a proposé jusque 97% de la Judée et de la Samarie, et que ça a été refusé systématiquement. Et mon opinion est que les autorités palestiniennes, peut-être y a-t-il une évolution aujourd'hui, et tout à l'heure j'y reviendrai, parce que je veux garder un peu d'optimisme. Mais les autorités palestiniennes qui existent depuis les accords d'Oslo n'ont jamais eu de gestion étatique. Alors que l'establishment juif a créé un État de toutes pièces, a créé des institutions, a créé une économie, a créé des universités qui sont d'ailleurs aujourd'hui brillantes, a créé des technologies, a créé du bien-être pour sa population,
a vu croître sa population et l'a développer, eh bien, l'establishment palestinien n'a rien fait. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un problème de partage de territoire qu'ils ont toujours refusé, c'est un problème idéologique. Ils ne veulent pas d'un État juif. Et c'est actuellement, constamment répété, ils ne veulent pas de l'expression deux pays pour deux peuples. Ils veulent, finalement, in fine, même si ils ont l'habileté de l'exprimer autrement, ils veulent un État à la place de l'État juif. Ils ne veulent pas d'un État juif. Ils contestent d'ailleurs au peuple juif un droit sur sa terre, un droit sur Jérusalem. Et voilà la vraie raison, c'est l'absence de volonté de se créer un État. Je vous accorde à l'avance, et j'y reviendrai éventuellement, qu'aujourd'hui, il y a un petit changement. Il est possible que Mahmoud Abbas a compris, de même que quelques grands dirigeants du monde arabo-musulman ont compris, comme par exemple le roi de Jordanie, comme par exemple les dirigeants égyptiens avec qui la paix règne. Mais sinon, d'ailleurs, ils ont souvent payé de leur vie la volonté de faire la paix avec les Juifs. Et le dernier point qui démontre l'absence de volonté de faire la paix, c'est qu'on continue aujourd'hui d'empoisonner l'âme des enfants palestiniens en leur inculquant la haine pour être bien sûr que cette haine va passer à la génération suivante. Voilà. Je commencerai par le dernier point qui m'amuse beaucoup. Parce que alors là, pour inculquer la haine, je pense qu'il n'y a pas mieux que les Israéliens pour inculquer la haine. Vous savez, j'ai vécu, enfin non, j'ai pas vécu. Toute ma famille est partie en Israël du Maroc. J'y étais au moins une dizaine de fois. J'ai vécu avec eux. Donc, dans la petite classe moyenne, je connais leurs problèmes, je parle assez bien l'hébreu pour comprendre ce qui se passe. Et s'il y a un pays qui instille un racisme anti-arabe, c'est bien Israël. Et la preuve, vous posez la question à n'importe quel gamin, vous lui disiez les Arabes. Moi j'ai parlé avec mes neveux, avec mes oncles, enfin tout le monde. Ils ont un mépris, mais un mépris des Arabes, c'est quelque chose d'incroyable. Et récemment, le grand rabbin séfarade, Ovadia Yosef, et c'était pas la première fois. Écoutez, je vous accorde que le grand rabbin Ovadia Yosef a dit des monstruosités désapprouvées par 98% de la population israélienne. Et quant à la haine, quant au mépris des Arabes, je crois que vous exagérez singulièrement. On n'enseigne pas le mépris et la haine des Arabes à l'école et à la télévision. Que vous ayez des gens qui, en raison de l'état de guerre et d'une attitude négative, je vous l'accorde, et c'est assez compréhensible. Mais du côté palestinien, on enseigne la haine. Le vice-président du Parlement a hier, alors que Mahmoud Abbas est à Paris, dit les Juifs, les Israéliens se peignent dans le sang de nos enfants. Merci. Alors, c'est quand même incroyable. Voilà un pays Israël, qui au moins, d'abord qui a expulsé 90% d'un peuple, et aujourd'hui, les historiens juifs, sionistes, l'ont dit, l'ont écrit, comme Benny Morris, c'est devenu une réalité historique, c'est même pas la peine de se cacher. Il y a eu des massacres terribles, il y a eu des exodes forcés, on a chassé les gens, même bien avant la guerre de 48, on a occupé la Cisjordanie, on a détruit des dizaines de milliers de maisons, jeté à la rue des centaines de milliers de gens. Tous les jours, des terres sont réquisitionnées par l'armée, on prend 80% de l'eau, des routes sont construites uniquement pour les Juifs. Il y a des barrages qui contrôlent la vie des Palestiniens, des femmes enceintes qui ne peuvent pas aller à l'hôpital, qui des fois accouchent au barrage, qui font des fausses couches. Des étudiants pour aller à l'université doivent passer par des barrages où des jeunes de 18 ans se comportent comme des occupants. On devient un occupant, c'est-à-dire détenteur du pouvoir. Et on demande à ces gens occupés, les Palestiniens, d'aimer Israël, de ne pas haïr Israël. C'est formidable. Donc, il va falloir maintenant qu'on enseigne aux petits Palestiniens, vous savez,
les Juifs et les Israéliens, mais ce sont des gens merveilleux. Quand vous voyez des tanks et des F-16 bombardés, quand vous voyez vos parents être humiliés au barrage, mais non, ce sont des coopérants, ce sont des gens qui nous aiment. Il faut les aimer, voyons. Ça, moi je crois que c'est quand même la meilleure. Bon, et je reviens aux propositions de Camp David et de Tabar, vous savez, la propagande israélienne, elle est bien faite, relayée par des médias aux ordres, qui travaillent bien. Je peux terminer quand même, je ne sais pas pour mon temps, mais bon. Et donc, si vraiment, moi je pose la question, si Israël est prêt à rendre ne serait-ce que 90%, pourquoi il ne propose pas une carte? Pourquoi il n'a jamais dit, voilà une carte, voilà ce que je veux? Israël n'a jamais établi ses frontières. C'est-à-dire, ça a toujours été, et Sharon avait dit, dans les années 2000, la guerre de 48 n'est pas terminée. C'est-à-dire, on ne sait pas où on va terminer. Voilà, l'expansion sioniste n'a pas de fin. Voilà, alors écoutez... C'est vous les maîtres du temps. Non, vous me surprenez, vous me surprenez par des lacunes historiques assez graves. Quant aux réfugiés dont vous parlez, il y a eu non pas 650 000, comme le dit Benny Morris, qui est revenu, j'y reviens dans un instant, il y a eu 1 300 000 réfugiés des événements de 1947. 650 000 juifs qui ont quitté les pays arabes dans lesquels ils vivaient depuis avant la conquête arabe. Et ils ont été répartis, ils sont allés partout et beaucoup sont venus en Israël, se sont installés et ont été intégrés. Et quant aux 650 000, chiffre discuté, mais je l'accepte, tous les historiens aujourd'hui, y compris Benny Morris, sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas qu'un facteur, qu'ils n'ont pas été expulsés, que certains ont été expulsés, il n'y a aucun doute là-dessus, mais que pour l'essentiel, ils ont été incités au départ par l'appel des Arabes qui leur disait « Partez, on va anéantir dans l'œuf cet État sioniste et vous allez pouvoir revenir. » Et quant à l'occupation de terre, mais est-ce que vous avez lu Chateaubriand? Je m'en souviens pas, peut-être. Est-ce que vous avez lu Lamartine? Je m'en souviens pas. Est-ce que vous avez lu Mark Twain? Non plus. Bon, c'est dommage. Vous sauriez ce qu'était le pays au XIXe siècle. Vous sauriez qu'avant l'arrivée de la colonisation juive au sens noble, c'est-à-dire la conquête de terres en friche, inexploitées, vous sauriez qu'il n'y avait personne. Et vous sauriez aussi que dans la première moitié du XXe siècle, comme le dit Roosevelt dans un texte que j'ai ici, si vous le souhaitez, dans la première moitié du XXe siècle, il y a eu une immigration arabe des pays voisins venus profiter de l'expansion économique due à la présence des Juifs, bien plus importante que l'immigration juive, de telle sorte que les réfugiés de 1947, pour l'essentiel, n'étaient même pas originaires de ce qu'on appelait la Palestine du mandat britannique. Ça, c'est une réalité sur laquelle M. Benny Morris, je pense que vous ne le connaissez pas. M. Benny Morris a écrit un certain nombre de choses et confronté à d'autres historiens, il y a maintenant un consensus sur cette question-là. Alors quand vous me parlez de l'occupation, personne en Israël, nous ne devons pas fréquenter les mêmes gens. Parce que moi, je ne connais personne en Israël, du haut en bas de la hiérarchie, qui est heureux qu'il y ait des barrières. Personne ne veut cela. Mais l'exigence de sécurité, vous savez, vos amis sont quand même assez largement responsables de tueries. Et non seulement de tueries vis-à-vis d'enfants juifs, comme encore il y a quelques jours. Il y a encore eu un attentat et il y a maintenant de nouveau, tous les jours, des Qassam au départ de la bande de Gaza. Eh bien, je vous parle aussi des massacres interpalestiniens, car le massacre interpalestinien, c'est un facteur dont personne ne s'occupe. Mais les Palestiniens s'entretuent pratiquement tous les jours, et c'est l'un des points essentiels pour comprendre ce qui se passe, à savoir
que tout ce que se dit sur le fait que le problème palestinien, israélien, palestinien, c'est le nœud de la paix au Moyen-Orient, mais c'est purement et simplement ridicule, car les conflits intermusulmans, inter-islam, existent depuis que l'islam existe, avec des massacres, des tueries, comme actuellement entre les chiites et les sunnites, un peu partout. Donc voilà. Monsieur Robin, je demande l'équilibre du temps. Si voilà, eh bien je vous redonne, je vous redonne le micro. Monsieur Meyer, les manipulations médiatiques, vous savez, c'est de tout temps. C'est pas la première fois qu'il y a des manipulations. Vous savez, les Américains, par exemple, sont allés en Irak pour chercher les armes de destruction massive qu'ils n'ont pas trouvées. Bon, voilà, c'est tout. Donc les Israéliens aussi ont eu, à l'époque, ont eu aussi leur manipulation médiatique, c'est-à-dire les appels des Arabes pour que les Arabes fuient. Or, enfin, par exemple, Deir Yassin, 250 morts à femmes, enfants, etc., ça a été un des exemples des manœuvres de juifs sionistes de l'époque pour faire partir les Palestiniens. On entourait. Il y a même des documentaires israéliens. J'ai même vu un film sur la base d'une nouvelle d'un écrivain israélien qui montrait comment des soldats, je ne sais pas comment l'appeler, de l'époque de la Haganah, ou je ne sais pas, entouraient un village tout à fait pacifique. Voilà, il n'y avait même pas un coup de feu. Ils commençaient à tirer sur les gens s'enfuyaient. Ils ne pouvaient même pas emporter. Ils partaient pieds nus. Voilà, on les montait dans des camions, allez hop, vers Gaza ou vers le Liban, etc. Donc, et Israël s'est construit une belle histoire, bon, qui aujourd'hui, de toutes les façons, même les historiens sérieux, la racontent différemment. Bon. Maintenant, moi, je veux parler, par exemple, les exemples, monsieur Meyer parle que les Israéliens sont presque condamnés à occuper la Cisjordanie pour des raisons de sécurité. Ça c'est quand même, c'est pousser le bouchon un peu loin. Parce que, je veux dire, si vraiment les Israéliens voulaient cette sécurité, mais avec un État palestinien, bon, ils auraient dit, voilà, bon, très bien, on va construire une frontière hermétique, et puis après, on va pas, c'est pas la peine de coloniser. La colonisation, De Gaulle l'avait dit en novembre 1967, l'occupation va entraîner la résistance. Et ça, c'est automatique. Le terrorisme, il y a eu du terrorisme juif contre les Anglais. Pourquoi? Parce qu'il y avait une occupation anglaise et que les Juifs à l'époque, du Chou, voulaient se débarrasser des Anglais. Donc le terrorisme, c'est un résultat. Il y a eu du terrorisme en Algérie. Là où il y a une occupation militaire, ou là où on refuse à un peuple le droit à l'autodétermination, là, il y a une résistance. Et cette résistance peut prendre la forme du terrorisme. Bien, je n'appuie rien du tout, mais il se trouve que chaque peuple se défend de la manière qu'il peut, voilà, selon les circonstances. C'est pas la peine de jeter la pierre. Bon. Quand on voit la brutalité de l'occupation israélienne, c'est tous les jours. Enfin, il suffit même de lire les rapports de B'Tselem, enfin des organisations de droits de l'homme israéliennes, de lire des journalistes juifs, sionistes, israéliens, enfin, de Haaretz, etc. Je n'invente rien. Donc l'occupation c'est quelque chose de terrible pour les Palestiniens, c'est une question de tous les jours. Maintenant, les Israéliens veulent se transformer en victimes. Non seulement ils dominent outrageusement, mais en plus, ils veulent qu'on les plaigne, qu'on leur dise « Oh, c'est terrible, c'est pour... Ah oui, vous êtes les victimes. » Ce qu'a dit Begin avant d'envahir le Liban, 20 000 morts, il a dit « Si on n'attaque pas, il y aura Auschwitz. » Attendez, il y avait l'OLP, certes, très bien, mais en même temps, 20 000 morts et une occupation qui a mené à quoi finalement? Qui a mené à quoi? Dans les années 70 et 80, en Israël, il était interdit par la loi de parler avec l'OLP. Interdit par la loi. Abi Natan, qui avait parlé avec des membres de l'OLP, a été mis en prison. Dans les années 90, on a parlé avec l'OLP. C'est-à-dire qu'on a essayé de retarder au maximum cette échéance. Voilà. Et chaque fois, les Israéliens reculent l'échéance. Maintenant, aujourd'hui, on parle du bout des lèvres d'un État palestinien. Mais c'est du bout des lèvres, parce qu'ils savent très bien que jamais ils ne donneront cet État palestinien, sauf si la communauté internationale, qui aujourd'hui se soumet au cas de volonté d'Israël,
Mais un jour, ça ne va pas durer. Cette question, Israël, aujourd'hui, les Israéliens se croient tout permis parce que, effectivement, ils sont dans une situation diplomatique absolument extraordinaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, Israël, sur le plan diplomatique, économique, militaire, sécuritaire, est au top. Et ça donne un sentiment d'impunité, d'arrogance, tel qu'Israël ne peut même pas... Enfin, je veux dire, regardez, l'Europe, l'Amérique, l'ONU, la Russie leur disent arrêtez au moins, faites un moratoire. Ils ne leur disent même pas la colonisation est illégale. Ils ne vont pas jusque-là quand même, attention, non, 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 juste faites un moratoire s'il vous plaît, juste arrêtez qu'on discute. Attendez, mais on est où là? Mais malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas. C'est-à-dire, l'histoire, c'est pas un happy end, c'est pas un film hollywoodien où il va y avoir happy end et les Israéliens vécurent heureux dans tout Israël et la Cisjordanie. Voilà. Et cet État palestinien probablement finira par se créer, mais malheureusement dans des conditions terribles, terriblement tragiques. Alors, j'aurais beaucoup de choses à dire. D'abord pour rectifier une erreur qui consiste à dire que les Israéliens ont la maîtrise des médias, alors que c'est absolument évident, en particulier en France, mais dans d'autres pays, que la thèse de défense d'Israël est totalement inaudible dans la presse, et écrite et télévisée. On a un mal fou à exprimer un certain point de vue. D'ailleurs, il suffit de s'en convaincre pour encore lire Le Monde de ce soir que j'ai là. Bon. Donc ça, c'est un point lorsque vous dites que Israël... Bon, je passe là-dessus très très rapidement. En ce qui concerne ce que vous appelez l'occupation, il y a deux attitudes. Ou bien on considère, d'abord, je reprends cette idée que depuis toujours, les Israéliens ont accepté l'idée de deux États, un État palestinien et un État juif. Depuis 1947, je ne vais pas reprendre le petit historique que je vous ai fait tout à l'heure et sur lequel je ne sache pas que vous ayez une contestation. Alors, l'occupation. D'une part, certains disent il faut un État palestinien et d'autre part un État binational, c'est-à-dire un État qui soit juif, arabe, ce qui revient à dire, à moyen terme, que l'ensemble sera deux États palestiniens. Avec cette particularité que toutes les autorités palestiniennes répètent constamment que dans le futur État palestinien, il ne doit y avoir aucun juif. Ça a été encore dit récemment. C'est-à-dire qu'ils veulent, d'une part, un État binational avec des juifs et des arabes, et d'autre part, un État qui soit complètement sans juifs. Je vous rappelle que l'ensemble du monde arabo-musulman, à quelques exceptions près qu'on peut compter sur les doigts de la main, l'ensemble est Judenrein, vide de ces juifs. Et que progressivement, la même attitude concerne les populations chrétiennes. La population au monde la plus persécutée aujourd'hui, ce sont les chrétiens persécutés par l'islam et en terre arabo-islamique. Judenrein, ça devient aussi progressivement Christenrein. Donc, si on veut faire un État palestinien où il n'y ait pas de juifs et à côté un État qui soit mélangé, eh bien, on voit très bien le dessein. Ceci étant, je vais vous dire ce qu'est ma conception. Je ne parle pas au nom du gouvernement israélien ni au nom de personne, j'exprime mon sentiment personnel. S'il y a deux États, ce que tout le monde souhaite, et moi aussi, un État palestinien et un État juif, pourquoi n'y aurait-il pas une population juive en Palestine, comme il y a une population arabe au sein de l'État d'Israël, dans des relations normales, comme il en existe entre la France et la Suisse, ou la France et l'Italie, ce serait la normalité. Eh bien, cette normalité, je peux vous dire que les autorités palestiniennes, aujourd'hui, qui font semblant de vouloir faire la paix,
mais ils veulent faire une paix selon leur conception. Et malheureusement, c'est la raison pour laquelle je suis assez pessimiste. Voilà. Merci. Alors, d'abord, oui, je voudrais... vous savez, je viens du Maroc. Je suis né en 1944, donc pendant les années 50, j'étais assez jeune, et j'ai assisté aux mouvements sionistes qui sont venus au Maroc pour faire partir les Juifs. Et je vais raconter une anecdote, historiquement vraie, qui a été reprise dans les livres, etc. Bon. En 1955, dans un livre qui s'appelle Hassan II et les Juifs, par exemple, par Abraham Serfati, en 1955, lorsque le Maroc a négocié avec la France les accords pour l'indépendance, une délégation américaine, donc suivez mon regard par qui elle a été drivée, est allée voir les Marocains à Aix-les-Bains, en France, et leur a dit, voilà, écoutez, nous allons vous aider, l'Amérique va vous aider, mais nous vous demandons 45 000 Juifs pour Israël. Bon, d'accord, ils ont dit d'accord, ils sont tombés d'accord sur 45 000 Juifs, les camions de l'agent juif sont partis dans les campagnes, et hop, allez, c'est des gens qui n'avaient ni passeport, ne savaient ni lire ni écrire, ils se sont retrouvés en Israël du jour au lendemain, dans des baraquements soumis évidemment au racisme ashkénaze, qui les considérait comme des poussières d'humanité, comme avait dit Ben Gurion, qui traitait les juifs arabes comme ça, des poussières. Je ne peux pas vous laisser vous exprimer de cette manière-là. Ben, je ne peux pas vous laisser vous exprimer de cette manière-là. Je suis ashkénaze et j'en ai fait aucune gloire, et je n'ai jamais entendu, dans mon milieu, dans le monde où je vis, considérer que les séfarades c'était des sous-hommes ou de la poussière. Vraiment, c'est bon. C'est scandaleux. Ce que vous dites est scandaleux. C'est de l'histoire, je suis désolé. Et même Barak s'est excusé au nom de l'establishment israélien auprès des juifs marocains. Mais ça, c'est historique. Le fait de dire qu'il n'y a pas eu de racisme anti-marocain ou anti-juif arabe, mais c'est presque... c'est comme si on disait que le soleil se lève à l'ouest. Enfin, bon. Si on en arrive là, je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle des années 50 et 60. Aujourd'hui, il y a en Israël une discrimination contre les Russes. Au Hilton à Tel Aviv, les femmes de chambre qui étaient marocaines sont aujourd'hui russes, parce que ce sont les dernières immigrées. Très bien. Bon, donc, j'ai fait partie d'un mouvement sioniste dans ma jeunesse, quand j'avais 16-17 ans, et j'ai vu comment ces institutions secrètes faisaient tout. Après j'ai compris à l'époque, bon j'étais naïf, et j'ai compris comment ils ont réussi à vider le Maroc, et même à payer le roi. C'est vrai que le roi Hassan II était complice pour laisser les Juifs partir. Mais toujours est-il que 200 000 Juifs sont pratiquement partis en quelques années, pratiquement emmenés sans aucune... Moi, mes parents, je sais comment ils sont partis, mes oncles, mes tantes, ils étaient totalement ignorants. On venait dans les maisons, on leur disait « donnez-nous un enfant, on va l'emmener », etc. Enfin, ils utilisaient toutes sortes d'arguments pour faire partir les Juifs. On ne nous a jamais chassés. Je parle du Maroc. Je sais que dans d'autres pays, il a pu se passer des choses différentes. Au Maroc, on n'a jamais connu ça. Mes parents ont vendu la maison, ils ont emmené leurs bagages, leurs meubles, etc. Bon. Donc, le fait de vouloir... Excusez-moi, je voudrais vous ramener au sujet, cher monsieur. Oui, bien. On est en train de parler du processus de paix. Vous racontez votre histoire personnelle au Maroc, totalement dépourvue d'intérêt pour notre sujet. Très bien, oui, c'est vrai. Mais c'est vous qui avez utilisé le premier, et la vidéo est là pour le prouver, c'est vous qui avez dit que les Juifs des pays arabes, les pays arabes deviennent Judenreich. Pas au Maroc. Non, mais vous avez dit vous avez parlé des pays arabes. Maroc. Non, vous avez parlé des pays arabes Judenreich. Dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Le Maroc est une exception encore aujourd'hui. Bien. Bon, ben d'accord, voilà. Bon, alors, moi je vais vous dire une chose, monsieur Meyer. Moi, ce qui me fait mal au cœur, je vais vous dire, sincèrement, cette histoire, ce qui est terrible, c'est de voir comment Israël, qui au départ avait envie de se créer un État, une espèce d'État refuge, une espèce d'État juif, socialiste, kibbutznik, etc., avec un idéal, et
voilà, cet État un peu comme on l'a connu dans les années 50, 60 et qui faisait l'admiration de beaucoup de monde. Bon, il se trouve que, peut-être à cause de son origine coloniale, qui a réapparu, qui a fini par réapparaître, peut-être est-ce le désir de s'étendre, parce que les frontières de 48 n'étaient pas encore établies. Toujours est-il que, après la guerre de 67, il y a eu, on s'est retrouvé en possession Israël s'est retrouvé en possession de terres nouvelles. Bien. Je cite Zeev Sternel, qui est un homme de gauche certes, mais qui est un juif sioniste israélien, et qui a déclaré, enfin j'ai pas pris les documents avec moi, mais enfin bon, on me fait confiance ou pas, c'est pas un problème. Il a écrit une postface il y a quelques temps, enfin il y a peut-être 3-4 ans, à son livre, où il disait qu'en 67, il y a eu une espèce de vague messianique qui a saisi, mais même des écrivains de gauche, et même à Shomer HaTzaïr, Ishit à Shomer HaTzaïr, c'est-à-dire les organisations les plus à gauche, qui ont trouvé dans cette conquête une espèce de signe divin qu'on allait vraiment étendre la terre d'Israël et enfin retrouver des racines israéliennes. Bon. Et ça rejoint l'idée suivante, que sur ces terres, personnellement, et là je rejoins M. Meyer, mais d'une autre manière, il ne peut y avoir qu'un seul nationalisme. À mon avis, il ne peut pas y avoir deux nationalismes. Et qui, très bien. Je vous remercie de dire ça clairement. Il n'y a de place que pour un État palestinien. Les Juifs, c'est pas comme ça que je sais très bien ce qu'ils ont envie d'en faire. Mais, M. Meyer, je ne me fais aucune illusion sur le désir profond des populations arabes. Jamais elles n'accepteront de bon cœur un État juif qui est venu non seulement prendre la terre des Palestiniens, mais en même temps servir de bras armés à l'impérialisme. J'ai le droit d'exprimer ma conception. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ah ben bien, merci. Nous sommes dans un pays libre. Merci. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que Nasser, qui gênait la France et l'Angleterre, eh bien, la France et l'Angleterre, puissance impériale et colonialiste, ont organisé avec Israël l'expédition de Suez pour lui donner une leçon. Donc ça montre que Israël est armé, est super armé pour justement faire le travail, faire le boulot pour ces puissances impérialistes. Et Israël ne peut pas, dès le départ, il savait très bien, dans l'accord secret qu'il a passé avec le roi de Jordanie, en 1947, Golda Meir a passé un accord secret. La Jordanie avait occupé le reste de ce qui devait revenir à l'État palestinien. Donc la Jordanie et le futur État d'Israël se sont entendus pour qu'il n'y ait pas d'État palestinien. Écoutez, mon cher monsieur, je ne peux pas vous laisser dire des contre-vérités historiques. Attendez, non, mais l'histoire, c'est l'histoire. Il n'y a pas la vérité ou le mensonge. La Palestine du mandat britannique, oui, c'était les deux rives du Jourdain. Et il y a eu un premier partage dans lequel on a créé l'État qui s'est appelé la Transjordanie et un État qui était la Cisjordanie, qui était destiné à être l'État des Juifs, alors que de l'autre côté, c'était l'État palestinien. C'est ultérieurement qu'on a encore procédé à de nouveaux partages. Donc quand vous dites que les Jordaniens ont occupé, n'ont pas occupé. La Jordanie, c'est un territoire qui, depuis le partage du mandat britannique, est un État indépendant, un État indépendant et pour l'essentiel palestinien. De 48 à 67, la Jordanie a occupé la partie de la Cisjordanie. Mais elle l'a occupé, mais il n'y a jamais eu d'État, palestinien. Oui. Ça n'a jamais existé. Il y avait une partie de l'Empire ottoman, et ensuite il y a eu des partages successifs. Un État palestinien n'a jamais existé. Le seul peuple au monde qui ait une continuité de présence et de vocation avec cette terre, c'est le peuple juif depuis l'Antiquité. Je vais vous dire ce qui me gêne, monsieur. Vous êtes fort sympathique. Merci. Et vous êtes fort sympathique. Et moi, je souhaitais débattre avec quelqu'un qui représente les idées pro-palestiniennes. Ce qui me gêne profondément, c'est que vous vous exprimez en tant que juif. Or, on ne peut pas s'exprimer en tant que juif
et être aussi négationniste sur l'histoire du peuple juif et sur son lien avec cette terre. De même qu'on ne peut pas être étranger au projet sioniste qui est la fin, justement, de l'oppression du peuple juif. La fin de l'oppression du peuple juif sur sa terre en Israël, son accession à l'indépendance, et vraiment, vous me gênez parce que, en tant que juif, vous tenez des propos qui sont choquants. D'ailleurs, je ne suis pas étonné, j'ajoute encore un mot, et après, sans doute, je ne dirai même plus rien. Vous écrivez aussi des choses antisémites. Vous avez écrit un livre sur les Sayanim. Les Sayanim, je ne sais pas ce que c'est, je suis hébraïsant, je suis à peu près bilingue avec l'hébreu. Je l'ai vérifié dans les dictionnaires les plus compétents, y compris dans le Yastrov pour voir si ce n'est pas un mot araméen. Eh bien, ce mot n'existe pas. Bon. Mais vous écrivez qu'il y a en France 3000 juifs qui sont plus ou moins des agents du Mossad. Est-ce que vous vous rendez compte d'abord de la monstrueuse bêtise d'un propos comme celui-là? Il y aurait 3000 juifs en France qui auraient accès à des secrets et qui travailleraient pour le Mossad, donc ça n'a aucun sens. Mais vous réalimentez cette idée monstrueuse de la 5e colonne, des juifs plus ou moins traîtres. C'est vraiment très très regrettable. Je peux, merci. Bon ben nous y voilà. Hein. Au bout de 45 minutes, l'accusation d'antisémitisme revient. Bon, c'est classique. Ben, répondez sur le... Ben, je vais répondre. Oui, je veux bien vous écouter. Je vais répondre. D'abord, en hébreu, c'est pas Sayanim, c'est Tsayanim. Donc, si vous cherchez le mot dans le dictionnaire... Tsayanim, voilà, ça veut dire quoi? Comment vous l'écrivez? Tsadé, avec Tsadé. Ça veut dire informateur. Bon. Il y a des livres... Tsayanim. Voilà, Tsayan. Et écrivez-le moi, parce que je vais... Je vous en prie. J'ai jamais vu ce mot-là. Voilà. Tsayan, ça pourrait... Informateur. Le tsayen, ça veut dire dessiner... Non, pas... Oui, mais c'est dans le sens informateur, voilà. Écoutez, il y a un auteur qui s'appelle Gordon Thomas, qui est connu comme un des plus grands spécialistes des services secrets anglais, américains et du Mossad. Il a écrit dans son livre, il a rencontré tous les chefs du Mossad depuis les années 60, depuis Meir Amit. Et ces dirigeants, ces chefs du Mossad lui ont consacré plusieurs heures d'entretien. Bon. Alors, de deux choses l'une. C'est quelqu'un qui est écrit, enfin qui est publié, qui est traduit, etc., qui cite des gens. Je suppose que s'il disait des bêtises, des contre-vérités, on l'aurait remis à sa place, enfin, c'est à moi des choses. Bon. Il y a un type qui s'appelle Victor Ostrovsky, qui a été agent du Mossad et qui vit au Canada et qui a écrit un livre où il raconte l'histoire aussi de Sayanim. Bon. Donc, c'est une réalité que les Israéliens ou les Juifs n'aiment pas évoquer, mais qui est une réalité, qu'on le veuille ou non, même si ça fait mal au cœur, et c'est pas de l'antisémitisme. Les Sayanim, excusez-moi, les Sayanim, ce ne sont pas des agents du Mossad. C'est-à-dire, dans le sens, ce n'est pas des agents secrets, ce sont des gens qui vivent la vie de tous les jours, dans leur domaine, que ce soit agent immobilier, garagiste, etc., et qui donnent un coup de main à l'occasion au Mossad. Voilà. Sur quel genre d'informations? Par exemple, Victor Ostrovsky raconte l'épisode suivant. En 1978, lorsque des savants irakiens étaient venus se perfectionner en France après la construction de leur centrale nucléaire, il y a un certain nombre qui étaient venus à Saclay. Le Mossad, évidemment, voulait avoir la liste, les dossiers de ces scientifiques. Ils ont trouvé un Sayan qui était à Saclay. Et donc, ça facilite la tâche. C'est ça, en fait, le travail d'un Sayan, c'est de faciliter la tâche. Bon. Maintenant, si vous voulez qu'on revienne aux fondamentaux, moi, je regrette qu'on me traite d'antisémite parce que je trouve ça absolument ridicule. D'abord, je n'ai jamais nié le lien du peuple juif avec la terre d'Israël. C'est complètement absurde, premièrement. Deuxièmement, on peut très bien être d'accord avec ce lien,
mais on peut ne pas être d'accord avec la façon dont On est ça d'accord pour cela se passe. partager. On est d'accord Non, pour pas du tout. partager. On n'est pas d'accord. Non, on n'est pas Les d'accord. Israéliens sont Mais d'accord pas pour du tout. Mais c'est partager. un leurre. Mais c'est ça le leurre, justement. Si, écoutez, moi, personnellement, le jour où où les Israéliens diraient, voilà les frontières qu'on veut, voilà les conditions qu'on veut pour faire la paix, à ce moment-là, on les croira. Mais jusqu'à présent, ils avalent des terres. Jusqu'à quand? Moi, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, de toutes les façons, si on continue à négocier comme ça, il y aura 1 million de colons en Cisjordanie. La reprise de la construction, qui a l'air à vos yeux d'être le grand obstacle à la paix, c'est la construction d'une crèche dans une agglomération qui existe. Il n'y a aucune agglomération nouvelle qui ait été créée, mais il s'agit du développement normal des agglomérations existantes, dont chacun sait que quel que soit le dessin futur de la carte, ces régions-là seront israéliennes, parce que ce sont les Israéliens qui ont construit, alors que les Arabes n'ont hélas rien construit, parce qu'ils n'avaient pas de projet étatique. Et qu'ils se contentent de vouloir prendre l'État qui existe. Vous savez, les projets étatiques, je vais vous dire, les Israéliens ont systématiquement détruit tout ce qu'il y avait d'étatique en Cisjordanie quand il y a eu l'autorité palestinienne. À chaque fois qu'il y avait soit un attentat, ils s'arrangeaient pour détruire un commissariat, un ministère, un théâtre. Bref, même les égouts, ils les détruisaient. C'est-à-dire, en fait, tout ce qui pouvait donner lieu à l'émergence d'une entité palestinienne viable, ils le détruisaient. Et les barrages, à quoi ils servent? Qu'est-ce que vous croyez, monsieur Meyer? Les barrages, à quoi ils servent? Ils servent à tuer l'économie palestinienne. Et ça, mais enfin, on n'est pas la même chose. Elle se développe très bien. Depuis peu de temps, l'économie palestinienne à Ramallah se développe superbement, y compris à Gaza. Donc c'est vraiment une contre-vérité. Les barrages, ils servent malheureusement à protéger la population israélienne. Monsieur Meyer, vous n'avez que ce mot de contre-vérité à la bouche. Moi, je ne vous accuse pas de contre-vérité. Vous avez la vôtre, j'ai la mienne. Parce que vous avez vos sources et j'ai les miennes. Et les vôtres ne sont pas supérieures aux miennes. Voilà. Et j'aimerais bien que ce soit clair. Vous savez, vous êtes de bonne foi. Je suis sûr que vous êtes de bonne foi. Mais vous avez vos sources. Et vous les croyez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais vous donner un exemple. Écoutez, je suis comme vous un peu universitaire. Oui. Je suis comme vous quelqu'un qui a le sens de la recherche de la vérité. Je n'ai pas de source monolithique. Je regarde un peu partout et je sais je sais d'ailleurs dans ce que vous dites qu'il y a quelque part et toujours une part de vérité. Il y a des abus, il y a des excès au barrage. Mais sur l'exigence, la nécessité du barrage, eh bien c'est malheureusement impossible de l'éviter. Je vais vous dire une chose, monsieur Meyer. Je vais vous dire une chose. Vous voulez que je vous dise mon opinion sur l'avenir? Malheureusement, le problème pour Israël, c'est que il est fini, malheureusement pour lui, il est fini le temps dans les années 50, 60, 70 où il apparaissait comme le petit État dynamique, se battait pour son existence, était héroïque, etc. etc. Aujourd'hui, c'est malheureusement, qu'il le veuille ou non, il est rentré dans le cycle de l'occupation et donc de la discrimination, etc. Et de la répression, qu'ils le veuillent ou non, c'est comme ça, voilà. Et ils ne peuvent pas, même les Israéliens, je pense, les plus lucides, vous savez qu'il y a quelques années, vous qui êtes, si vous connaissez cette information, il y a 3-4 ans, les 4 anciens chefs du Shin Bet, ça veut dire les services secrets israéliens, les 4 anciens chefs du Shin Bet, c'est pas des rigolos, c'est pas des trotskistes, en première ligne de Ma'ariv, ils ont dit, s'il vous plaît, arrêtez l'occupation parce que sinon, ça va être terrible. Ça veut dire quoi? Parce qu'ils sont engagés, Israël s'est mis dans un processus où il ne peut même plus, même avec la meilleure volonté du monde aujourd'hui,
ne peut revenir en arrière. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le monde peut-être a besoin de cause, a besoin d'une cause juste, voilà. Et donc, il y a ce peuple palestinien qui est soumis, qu'on le veuille ou non, peut-être c'est injuste, mais en tout cas, c'est comme ça. Et donc, il y a un mouvement qui est en train d'émerger dans le monde, il y a un changement de population, et Israël, imbu de sa puissance, du pouvoir diplomatique, etc., ne voit pas ça. Et malheureusement, il n'y a pas des amis qui peuvent le lui dire. Moi, je suis sûr, peut-être que Sarkozy le leur dit, qui est un grand ami d'Israël, mais ils n'écoutent pas, parce qu'ils ne peuvent pas l'écouter, même s'ils le voulaient. Et donc, un jour ou l'autre, petit à petit, va s'installer une délégitimation même de l'idée d'Israël. Voilà. Et c'est regrettable. Voilà. Allez. Eh bien, les problèmes clés qui s'opposent aujourd'hui à la paix, les obstacles à la paix, sont un certain nombre d'attitudes idéologiques, comme par exemple l'idée qu'il existerait juridiquement un droit de retour pour 4 600 000 Palestiniens, dont je rappelle qu'ils étaient 650 000 en 1947, ils sont devenus 4 600 000 par une fiction juridique complètement aberrante qui est que le statut de réfugié est héréditaire sans limite dans le temps. Donc prochainement, il y aura 10 millions de Palestiniens. Cette idée-là, si on ne la déracine pas, il est impossible d'avancer, d'autant plus que le droit fondé sur la résolution 194 de l'Organisation des Nations Unies ne dit pas qu'il y a un droit, il y a en revanche une revendication. Je ne peux pas développer dans le temps qui m'est imparti. Le deuxième obstacle à la paix, il est idéologique, c'est que dans le monde arabe, les Palestiniens, c'est une émanation du monde arabe. Le Hamas et le Hezbollah qui supportent, qui soutiennent, malgré l'apparence, la doctrine destructrice, ou plus exactement, qui a une volonté destructrice de l'État d'Israël, eh bien, n'est pas isolée. C'est la doctrine de l'ensemble du monde arabe qui ne veut pas d'un État juif ou d'un État multiconfessionnel au sein du monde qu'il considère être le monde arabe. Et finalement, on peut dire aussi, je l'ai expliqué tout à l'heure combien les chrétiens étaient persécutés, que ce qui se passe en Israël, c'est hélas un petit aspect de ce qui se passe dans le monde, avec une volonté de conquête et de destruction des valeurs de la démocratie, des valeurs de l'Occident, par une philosophie et une attitude qui est pour nous, Français, totalement inacceptable. Je veux revenir un instant sur l'idée d'occupation. Le mot occupation est en soi une manipulation de l'opinion, car il ne s'agit pas d'occupation, puisque les Israéliens sont, qu'on le veuille ou non, sur leur terre. Il n'y a jamais eu de frontières, il n'y a jamais eu de partage, il n'y a jamais eu d'État palestinien. Donc ce qu'on leur reproche, c'est de vivre sur leur terre et de construire sur leur terre. Eh bien moi je dis que si on partage, je pense que actuellement 70% de l'opinion israélienne est en faveur du partage. Personnellement, il y a très longtemps que je crois qu'il faut un État palestinien à côté d'un État juif défini comme un État juif et avec Jérusalem comme capitale. Eh bien, si on refuse cette idée-là, effectivement, si on s'achemine vers l'idée implicite de la destruction de l'État d'Israël et du rêve de cette destruction, eh bien, aucune paix n'est possible. Aujourd'hui, j'ai un certain optimisme qui demeure, parce qu'il y a une partie importante. Moi, j'ai des amis palestiniens. Je parle aussi à des Palestiniens de Ramallah et d'ailleurs. Il y a une partie de l'opinion palestinienne qui a compris qu'espérer récupérer l'État d'Israël pour en faire un État palestinien, c'est une illusion et qu'il faut faire la paix et accepter l'idée du partage.
Ok. Je dirais juste ceci pour conclure. Je crois que malheureusement, Israël se réfugie derrière pas mal d'arguments qui paraissent sensés d'ailleurs, pour ne pas aboutir à cette solution de deux États. Et ils y réussissent d'ailleurs. La preuve, c'est qu'ils se mettent dans une situation telle qu'on est dans une impasse totale. Voilà. Merci. Est-ce que j'ai une minute? Bien sûr. Alors, la minute, voilà. J'ai une preuve avec des témoignages indiscutables qu'après les accords d'Oslo, alors que ça, on s'acheminait vraiment vers une solution, Arafat, dans le bureau de Jacques Chirac, en présence de plusieurs personnes, et en présence notamment de Claude Goasguen, ancien ministre et actuellement député maire du 16e arrondissement, Arafat a dit, cet accord-là, finalement, il était venu à Paris pour le signer, la signature devait avoir lieu à l'ambassade des États-Unis, il a dit finalement, je ne signerai pas, je vais déclencher une intifada et je vais repousser cela et j'obtiendrai mieux par une intifada renouvelée. Ça, c'est, je vous cite mes sources, et c'est une réalité. Voilà. Chacun sa réalité. Chacun sa réalité. Merci.